Bienvenue à la HEP Belgium. Willkommen in der HEP Belgium. Welcome to the HEP Belgium. Benvenuti alla HEP Belgium. Bienvenidos a la HEP Belgium. Nous allons donc commencer le premier atelier, l'atelier Cahotte, et nous aurons donc des réponses aux questions que je vais poser. Et la première question concerne la Chaux-de-Fonds. Dans l'impartial du lundi 13 octobre 1913, un compte-rendu relate l'inauguration du nouveau bâtiment de l'École supérieure de commerce à la Chaux-de-Fonds. C'est un bâtiment néo-baroque, très neuchâtelois, qui abrite aujourd'hui le site neuchâtelois de la HEP Belgium. On est donc passé du commerce à la pédagogie, ce qui est somme toute assez réjouissant. Sur la même page de journal, on trouve un article surprenant. Quel est le sujet de cet article? Peggy, je vous cède la première réponse. Qui est la bonne, bien évidemment. De prime abord, le sujet de l'article peut sembler anodin, car il relate les nouveaux aménagements du bois du Petit Château, parc animalier tout proche et si cher au cœur des autochtones. Mais lorsque l'on poursuit sa lecture, le journaliste rappelle les comportements à adopter, et notamment l'interdiction de tirer dans le parc avec quelque arme que ce soit. Il est vrai que le stand tir à proximité laisse penser que des armes à feu transitent par le zoo et que la ligne de tir d'une longueur de 300 mètres longe à la fois le parc et le nouveau bâtiment de l'actuel HEP Belgium. L'article se termine sur une note policière. Une paire de canards noirs a été enlevée du parc dans la nuit de samedi à dimanche. Qui pourrait donner des renseignements? Autrement dit, ce nouveau parc qui existe d'ailleurs aujourd'hui, qui s'appelle le Museau, est donc bientôt ouvert au public. Merci Peggy, et je vais donner donc la parole pour la deuxième réponse à Martine. Si, comme cela vient d'être évoqué, l'article parle bel et bien d'animaux, il n'est question ni de parc zoologique ni de canards. Le même jour que l'inauguration du bâtiment de la HEP Belgium, le fakir tchécoslovaque Torama présente sur la scène du cinéma Scala un numéro sensationnel. Par la seule puissance de son regard, lions, lionnes, crocodiles et serpents sont maîtrisés et rampent à ses pieds. Le fakir Torama est un phénomène exceptionnel, sa science et son pouvoir magnétique sont un mystère même pour les docteurs. Mais ce jour-là, le lion du fakir a pris la clé des champs pour partir seul à la découverte de la métropole horlogère, mettant sa population en émoi. Voilà une affaire bien étrange. Merci beaucoup Martine. Et last but not least, je vais passer la parole à Richard, alias Samuel, pour nous donner la troisième réponse. Merci. Que de bêtises avons-nous entendu? Pas de coup de feu, pas de canard, pas de lion. L'article en question, seulement titré « Les arracheurs de dents », relate le jugement de 6 mécaniciens dentistes qui ont arraché des dents sans douleur au moyen d'injections de médicaments toxiques. Or, le Code pénal interdit à quiconque, sans autorisation régulière, d'administrer des médicaments toxiques, ce qui va, selon les mécaniciens dentistes, à l'encontre de la liberté de commerce et les prive de la possibilité d'intoxiquer tranquillement leurs patients. Après de longs débats, les 6 prévenus ont été condamnés, mais ils ont déclaré vouloir recourir contre ce jugement qui confère au seul médecin le droit de pratiquer la médecine. D'où l'expression menteur comme un arracheur de dents. Merci beaucoup Samuel. Et donc, mesdames et messieurs, vous avez très peu de temps pour répondre à la question. Réponse 1, 2 et 3. À vous de jouer. La bonne réponse, donc, c'est la suivante. Si les 3 événements évoqués ont tous eu lieu à la Chaux-de-Fonds et ont tous fait l'objet d'un article publié dans le journal local à des dates diverses, un seul jouxte le compte rendu de l'inauguration du bâtiment qui abrite aujourd'hui la HEP Belgium. L'édifice est construit en blocs de simili-calcaire, matériaux composites, agglomérés puis moulés, à ne pas confondre avec la pierre de taille d'Autrive, si belle, si jaune, etc. Matériaux plus nobles. Ces façades sont de facture néo-baroque et se caractérisent par une surcharge décorative, l'exubérance des formes et une grandeur parfois quelque peu pompeuse. C'est le style Heimatstil.
Mais ne nous égarons pas et revenons à l'article publié ce fameux 13 octobre 1913 qui ne concerne ni l'interdiction d'utiliser des armes à feu dans l'espace public, ni la disparition de canards ou de lions, mais bel et bien de la comparution de 6 arracheurs de dents qui faisaient usage de médicaments toxiques sans autorisation. Bien, cher public, nous allons désormais passer à la deuxième question et je vais donc vous la lire. Au risque d'être un peu répétitif en ce jour de festivité, je ne vous apprends pas que notre institution est tricotonale et se déploie sur 3 sites que sont Delémont, Bienne et La Chaux-de-Fonds. Nous ne comptons plus le nombre de collaboratrices et de collaborateurs régulièrement amenés à naviguer entre les 3 cantons. La question est la suivante. Si l'on désire rejoindre en voiture le site de Bienne depuis celui de Delémont, combien de tunnels autoroutiers compte-t-on? Cela en admettant que nous entrons sur l'autoroute depuis la jonction de Delémont-Est, cette dernière étant bien évidemment la plus proche du Stradgy. Et surtout en précisant que nous sortons rue Péry-Rochette. Voilà, la première réponse va nous être donnée par Richard, alias Samuel. Le nombre correct est bien évidemment celui que nous fêtons aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de la HEP Béjune. Vous avez deviné de quel nombre nous parlons. C'est certain, il s'agit de 20. Et oui, nous ne comptons plus les monts et vallées à traverser pour rejoindre Bienne depuis Delémont. Un terrain pour le moins accidenté, mais qui fait le charme de notre petit coin de pays si pittoresque. Par le passé, le tracé que nous empruntions sillonnait plutôt le fond des vallées. Quel plaisir de les regarder désormais d'en haut et de pouvoir profiter d'une vue si dégagée, excepté, bien évidemment, lorsque nous traversons l'un des 20 tunnels. Merci Richard. Et nous enchaînons directement avec la deuxième réponse qui est proposée par Peggy. Je peux d'ores et déjà vous garantir que c'est moi qui détiens la bonne réponse. Pourquoi ? Simplement parce que j'ai effectué le trajet évoqué dans la question durant 16 années, habitant le canton du Jura et œuvrant au sein de la filière de la formation continue à Bienne. Il m'est donc impossible de vous donner un nombre erroné, tant j'ai vu ces tunnels défiler au fil des kilomètres parcourus, tout comme les radars d'ailleurs. J'ai également eu l'immense privilège d'être témoin durant tout ce temps de la construction de l'A16. Quel précieux gain de temps que de pouvoir emprunter de nouveaux tronçons dès leur ouverture. Je suis donc la personne toute désignée pour vous souffler la bonne réponse qui est 19. Un peu tricheuse sur les bords, me semble-t-il. À poil. Ou s'agit-il d'un piège? Ah. Nous le verrons bien. En tout cas, c'est à vous, le public, de choisir, mais vous avez encore une troisième réponse à entendre avant de vous décider. Cette réponse vous sera soufflée par Martine. Je vais partir dans une toute autre direction pour vous amener à trouver la bonne réponse. Le monde de l'enseignement étant celui dans lequel nous évoluons au sein de la HEP Béjune, pourquoi ne pas profiter de réviser nos compétences en calcul mental afin de trouver le juste nombre de tunnels? Accrochez-vous et tentez de tenir le cap. Il s'agit de diviser 240 par 3, d'y additionner 80, de diviser par 20 avant de multiplier par 2. Êtes-vous parvenu à trouver le nombre attendu? Eh oui, vous l'avez, c'est 16. Vous imaginez donc qu'après vous avoir demandé tant d'efforts, je ne pouvais qu'être l'annonciatrice de la juste réponse. Et si je puis me permettre, pour celles et ceux qui ne sont pas parvenus à trouver la solution, laissez tomber vos calculettes durant quelque temps et privilégiez vos ménages. Merci beaucoup Martine. Vous avez donc reçu désormais les 3 réponses. À vous, cher public, de vous prononcer sur qui, selon vous, a donné la bonne réponse. Évitez peut-être de vous laisser vous faire influencer par mes collègues qui ont tendance à quelque peu vouloir vous souffler ce que vous devez répondre. Merci, mesdames et messieurs, de vous être prononcés. Et donc, la bonne réponse est tout simplement la deuxième, soit 19 tunnels autoroutiers. Un grand bravo à ceux qui ont trouvé la solution. Ils sont parvenus à éviter un piège, car si nous quittons l'autoroute à Bougeant et non à Péry-Rochette, nous traversons un tunnel de plus et la réponse aurait alors été 20.
qui eût été quelque part beaucoup mieux pour notre anniversaire. Merci, mesdames et messieurs, cher public. Et nous allons directement passer à la question numéro 3, qui, cette fois-ci, sera un peu plus longue et donc va vous demander un tout petit peu plus de concentration. Nous vous proposons un petit voyage dans le passé. Il se fera facile de répondre à cette question puisque nos invités ont tous lu l'ouvrage « La construction de la Haute École pédagogique Béjune, 1994-2001 ». Avant la construction de la HEP Béjune, l'arc jurassien comptait un certain nombre d'entités consacrées à la formation du corps enseignant, ainsi qu'à des activités de documentation et de recherche. Ces entités, réparties sur 9 lieux d'implantation entre Bienne, Tramelan, Porrentruy, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, notons également que la formation au degré secondaire 1 dans le Jura bernois comptait le brevet d'enseignement secondaire BES, qui nécessitait une formation à l'université de Berne. La question est la suivante. Combien d'entités consacrées à la formation du corps enseignant dans l'espace Béjune l'institution que nous fêtons aujourd'hui a-t-elle remplacé? Pour répondre à cette question, je cède la parole à la première réponse qui nous sera fournie par Martine. Comme vous venez de l'entendre, dans la question, les entités consacrées à la formation du corps enseignant étaient réparties dans 9 lieux. On serait donc tenté de répondre que les entités étaient au nombre de 9. Voilà un raccourci bien simpliste. En effet, l'Institut pédagogique de Porrentruy avait une succursale en Patagonie. Cette décentralisation, un peu étonnante et peu connue, était issue de relations étroites à l'époque entre les gouvernements jurassiens et argentins. Des membres du gouvernement jurassien s'étaient rendus à l'époque en Argentine pour une visite de courtoisie. Lors du repas officiel à Buenos Aires, l'idée d'un partenariat appelé Pariada Pedajura avait été évoquée. Plus tard, les accords s'étaient concrétisés, si bien qu'une antenne de l'Institut pédagogique jurassien a pu s'ouvrir à Bariloche, importante ville de la Patagonie argentine. Le but de ce partenariat était d'apporter et de promouvoir la culture pédagogique francophone dans cette région reculée du globe. Malheureusement, à ce jour, cette succursale argentine a fermé ses portes. Les locaux sont maintenant utilisés à une entreprise d'élevage de moutons. La réponse correcte est donc le nombre 10, qui correspond aux 9 lieux d'implantation auxquels s'ajoute l'antenne Patagone de l'Institut pédagogique jurassien. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, lors de notre 20e anniversaire, évidemment que Bariloche a changé de nom et est devenu Brioche, ce qui est aussi très très joli. Je vous remercie, Martine, et je cède directement la parole à... Oh, sorry. It's your answer, Samuel alias Richard, or Richard alias Samuel. Merci beaucoup, Nicolas. La pédagogie jurassienne s'exportant en Patagonie est bien entendu une histoire à marcher la tête en bas. Ces entités ayant fondé la HEP Béjune étaient l'École normale de langue française de Bienne, le Centre de perfectionnement du corps enseignant basé à Tramelan, l'Office de recherche pédagogique ORP à Tramelan, le Centre de formation CES de l'Université de Berne, le séminaire pédagogique CPES de Neuchâtel, l'Institut pédagogique jurassien à Porrentruy, l'École normale de Neuchâtel, le séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire à Neuchâtel, le Centre de perfectionnement du corps enseignant établi à Chaux-de-Fonds, l'Office de la documentation de la recherche pédagogique ODRP, anciennement Office neuchâtois de pédagogie spécialisée ONDP, le séminaire de pédagogie de l'enseignement secondaire à Neuchâtel, le SPES. Voilà, tous les participants m'ont bien suivi et ont réussi à compter. La HEP Béjune est donc l'émanation de 11 entités de l'arc jurassien consacrées à la formation du corps enseignant. Entité à laquelle il faudrait peut-être rajouter le CIP, donc le Centre international de plongée de Neuchâtel, qui aura probablement permis à notre cher ami Richard de respirer entre deux, ou en tout cas de prendre une belle bouffée d'oxygène avant de nous donner la réponse. Merci beaucoup Richard, et je cède donc la parole à Peggy pour la troisième et dernière réponse. Merci, Nicole. Même si la Patagonie rime avec pédagogie, la première réponse est bien entendu farfelue. Quant à la seconde, on est dans les sbroufs, car personne n'a réussi à compter la litanie de mon collègue. À l'époque pré-répienne, la formation des enseignants était prise très au sérieux. Les gouvernements de l'époque ne rechignaient pas à la dépense quand on parlait de formation de nos enseignants.
Les entités pédagogiques étaient personnalisées en fonction des caractères des étudiants et en fonction des caractères des étudiantes et des étudiants. Un test de personnalité était effectué au début des études. En fonction des résultats, les étudiantes et étudiants étaient attribués aux entités spécifiques leur correspondant au mieux. On avait par exemple l'entité des étudiants timides, celle des inquiets, celle des drôles, celle des pinces sans rire, et même une unité spéciale pour celles et ceux qui avaient choisi ce métier pour les vacances. Au total, ce ne sont pas moins de 124 entités comptant chacune entre 2 et 5 étudiants qui étaient à disposition des futurs enseignants. La réponse est donc bien évidemment le nombre 124. Ils ont oublié peut-être dans leur réponse de mettre ceux qui organisaient les festivités et qui auraient fait donc la 125e entité qui serait peut-être appelée le GOF. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vous laisse, cher public, un petit peu de temps pour répondre au quiz et donner, selon vous, la bonne réponse. Vous avez peu de temps, réfléchissez vite, mais bien. Et oui, la bonne réponse est, malgré les difficultés pour comprendre l'élocution de Richard alias Samuel ou Samuel alias Richard, la bonne réponse est bien entendu celle-là. Avant la construction de la HEP Béjune, l'arc jurassien comptait 11 entités consacrées à la formation du corps enseignant, réparties dans 9 lieux différents. On vous en épargnera une nouvelle fois la liste. Le livre des 20 ans de la HEP évoque une pluralité de cursus et de formations relativement disparates sur l'ensemble de l'arc jurassien. Les dispositifs institutionnels étaient variables selon les cantons. Donc, pas d'antenne de la formation jurassienne en pédagogie, ni d'entité modelée en fonction des personnalités des étudiantes et étudiants, encore que. Merci beaucoup d'avoir participé à ce jeu de Cahots. Et nous allons donc désormais découvrir qui est l'heureux ou l'heureuse vainqueur ou vaincrice. Essayons d'être le plus épicène possible. Et nous avons donc comme résultat le vainqueur, et là il faut que je me retourne pour regarder le tableau, le Farless Ferret, 1810 points sur 2 réponses sur 3. Et vous gagnez donc, monsieur ou madame, un magnifique ragusage géant qui vous sera distribué à la fin de la séance. Mais faites attention, ne le mangez peut-être pas d'un seul coup, car l'apéritif suit et vous ne risquez de plus avoir très faim. Merci beaucoup. Merci à vous de votre attention. Belle suite de journée. À bientôt. Merci, à bientôt.